Merci encore une fois à tous et toutes d'être là. C'est un plaisir de pouvoir animer ce panel avec ma collègue de nouveau, Catherine Villelmy, que vous commencez à connaître par cœur. Écoutez, on a fait appel aux 4 PDG des RUIS du Québec pour mieux comprendre finalement leurs perspectives qui entouraient les systèmes de santé apprenants, et ce, tant au niveau stratégique que beaucoup plus concrètement sur le terrain. On souhaitait être éclairés sur leurs idées à l'égard du rôle que pourrait jouer l'unité pour les aider à faire la différence à laquelle ils et nous aspirons. Catherine? Ces messieurs qui sont bien inspirés se sont appropriés les questions et le partage du panel. Alors, messieurs, je vous laisse la parole. Il va falloir ouvrir vos micros. C'est déjà fait. Je vais attendre mes collègues. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Pierre Feller ici, le PDG du CUSUM et le président du RUIS McGill. Alors, j'espère que mes collègues ne m'ont pas fait le coup que je sois seul ici aujourd'hui. Nous sommes avec toi, Pierre. Nous sommes avec vous. OK. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Je vais très bien, toi? Ça va très, très bien. Alors, nos amis Martin et Fabrice devraient joindre à nous. Martin est avec nous. J'y suis, Dr Feller. Bonjour. Bonjour, Dr Beaumont. Vous allez bien? Oui. Dr Tremblay, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Il nous manque Dr Brunet, je crois bien. Écoutez, on va commencer. J'ai comme l'impression. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on avait déterminé un ordre? On s'est séparé un peu les aspects, mais on n'avait pas déterminé d'ordre. Martin, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je considère que c'est la beauté avant l'âge, donc je vous laisse la parole, Dr Feller. OK. Merci, Martin. Alors, écoutez, c'est d'abord la première des choses, ça nous fait vraiment plaisir ici, les PDG et les présidents des RUIS d'être ici aujourd'hui avec vous. Vous savez que les RUIS sont impliqués dans les réseaux apprenants. Et bien entendu, vous le savez, au cours des 2 dernières années, on était pas mal occupés, tout le réseau. Donc, on a eu un peu moins de temps pour conceptualiser des approches. Mais j'aimerais quand même peut-être rappeler à tout le monde qu'en santé, on aime beaucoup utiliser les données probantes. Et un jour, quelqu'un m'avait demandé, il m'avait dit, dans quel secteur de la santé, de l'administration des systèmes de santé, est-ce que vous trouvez qu'il y a moins de données probantes? Et j'avais répondu, c'est la gestion. Parce que dans la gestion, puis la plupart d'entre nous, plusieurs d'entre nous avons fait des études de gestion, on sait que souvent, c'est des modes, la gestion, puis il y a des éléments qui viennent dont on discute, c'est le talk of the town, puis au bout de quelques années, on n'entend plus parler du concept ou de l'élément de gestion qui avait été mis de l'avant. Alors, donc, il y a eu beaucoup de modes, puis les Learning Organizations, c'est pas d'hier, ça remonte à 1990. Je ne veux pas répéter parce que vous avez eu un cours ce matin sur l'origine du concept. Fait que j'imagine que ça a été couvert, là, Peter Senge, The Fifth Discipline, l'organisation apprenante. Mais en fait, c'est un concept qui est lié à celui d'amélioration continue. Alors, dans les années 90, c'était le gros beat, là, la réingénierie, le Lean, le Total Quality Management, le Just-in-Time. Et donc, je pense que ces choses-là, ce sont toutes des approches qui sont importantes, mais je pense que l'apprentissage des organisations apprenantes qui mettent de l'avant-garde l'apprentissage, c'est un concept qui est resté. Alors, la définition simple qu'on retrouve généralement, une organisation apprenante est experte à créer, acquérir et transmettre la connaissance et à modifier son comportement en fonction des nouvelles données et de leur compréhension. Je pense que la pandémie, ça a été un terreau fertile pour un système apprenant parce que le virus, il y a 2 ans et quelques mois, on ne le connaissait pas. On ne savait rien sur lui, on ne savait pas comment il se transmettait, on connaissait peu sa contagiosité. Au début, on avait dit aux gens, lavez votre épicerie, lavez vos légumes, vous vous en souvenez. Puis je ne pense pas qu'on a objectivé un seul cas de transmission par FOMIT de ce virus-là. Alors, il y avait beaucoup d'inconnus, puis on a eu à apprendre sur le tas. Il y avait peu de données probantes. Donc, on a eu recours énormément aux données générées à l'interne. Parce que ça a été plus rapide que d'attendre la littérature. Puis, ça a été plus ciblé, parce que les données qui ont été utiles pour les Suisses et les CIS versus les CHU, par exemple, ce n'est pas nécessairement les mêmes données. Les CHU
n'ont pas de CHSLD, sauf exception. Donc, l'hécatombe du mois d'avril, mai 2020, les CHU ont été un peu moins touchés parce que ça a commencé vraiment dans les CHSLD. Dans les sujets qu'on s'était divisés avec les collègues, j'avais hérité du sujet de la gestion des ressources humaines. Donc, j'ai fait un petit topo auprès des établissements du RUIS McGill, donc tout l'ouest de Montréal, la Montérégie-Ouest, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, les Terres-Cries et le Nunavik. Et je peux retenir certaines expériences qui ont été mises de l'avant suite à l'introduction dans les façons de faire de connaissances qui ont été générées par la pandémie elle-même. Par exemple, au CIUS de l'Ouest, on s'est rendu compte en 2021 que le programme d'aide aux employés était très peu utilisé. Et il y a eu des mesures qui ont été prises pour le publiciser, le faire connaître, augmenter le soutien psychosocial. Donc, les résultats ont été pas mal meilleurs en 2021-2022 qu'en 2021. Au CIUS de la Montérégie-Ouest, qui a vécu des grandes difficultés avec le personnel, il y a eu un programme de volontariat qui a été mis sur pied puis qui a permis de continuer à offrir des services qui autrement n'auraient pas pu être donnés. Et ça a été en intégrant des données d'absentéisme et des raisons pour lesquelles les employés quittaient l'établissement. Donc, ça a été fait à Montérégie-Ouest. Au CUSUM, on a décidé dès le début de la pandémie que puisque la menace était infectieuse, la prévention et le contrôle des infections devait être assis en cellule de crise, ce qui n'a pas été le cas dans tous les établissements. Et en fait, 80% des décisions et plus ont été prises par la PCI durant cette pandémie au cours des 2 dernières années. On a aussi décidé, pour tenir notre main-d'œuvre informée, d'avoir un webinaire hebdomadaire qui était suivi par plus de 1000 personnes pour transmettre l'information, pour rassurer, pour répondre aux questions. Et quand je questionne les gens, on a fait, si vous voulez, on a fait l'analyse de ce qui s'est passé durant la pandémie, durant les 2 premières vagues. En tout cas, ça ressort comme étant un des points forts de l'organisation. Finalement, on a voulu partager plus rapidement les données de recherche à l'intérieur de notre centre de recherche et du CUSUM. Et donc, on a utilisé pour ça des systèmes informatiques, une banque de données qui avait été mise en place juste avant cette pandémie. Je veux quand même vous parler d'une dernière initiative qui est vraiment ruissienne, qui a fait l'objet de discussion, qui n'est pas en lien avec la pandémie. Au cours des dernières années, on a souvent discuté des adolescents qui étaient en crise suicidaire, qui se retrouvaient dans nos salles d'urgence, qui se retrouvaient dans les lits d'hospitalisation. On comprendra que pour les territoires nordiques, chez les Cris, chez les Inuits, ou en Abitibi, il n'y a pas souvent d'expertise pour faire face à ça. Et il y a souvent des demandes de transfert vers l'hôpital universitaire qui détient l'expertise. Alors, juste vous dire que suite à ces discussions-là, on en est venu à mettre de l'avant un concept qui s'appelle le SPOT, qui est le soutien pédopsychiatrique thérapeutique. Ils ont trouvé fort, ils ont cherché fort pour trouver un acronyme pour fitter avec le SPOT. Donc, cet endroit-là, mon collègue Fabrice Brunet s'est joint à nous. Alors, on a ouvert ce centre la semaine passée. Il accueille les enfants, les adolescents de 12 à 18 ans qui sont en crise suicidaire. Ça a augmenté de 35% durant la pandémie. On pense accueillir entre 500 et 1000 patients par année dans cette structure ambulatoire-là, moins de 72 heures après la consultation à l'urgence ou la référence. C'est une équipe interdisciplinaire de 10 personnes dans des locaux attenants aux Children, mais pas dans l'hôpital, pour un suivi au maximum de 12 semaines. On pense que c'est vraiment une innovation importante et qui est basée sur la capacité de nos ressources humaines à approcher ce genre de problème-là de façon différente de ce qu'on le faisait traditionnellement. Je termine avec, puis c'est notre patient partenaire du précédent atelier, Combe, qui m'a ouvert la porte. J'ai lu un article cette semaine dans le New York Times. On citait Stephen Kotkin, qui est un spécialiste de la Russie. Il a écrit une biographie de Joseph Staline, puis qui disait, puis à mon avis, c'est en plein en lien avec les organisations prenantes, c'est le despotisme ou même l'autoritarisme est tout puissant et fragile à la fois. L'information n'est pas fiable. Les mécanismes de correction, d'ajustement rétrécissent. Et les erreurs deviennent plus graves. Dans les démocraties, l'État apprend de ses erreurs, car le système politique démocratique punit les erreurs. Les administrateurs peuvent et doivent donc
apprendre et s'améliorer. Je vous remercie et je vais écouter mes collègues. On participe à la discussion par la suite. Merci, Dr. Feller. Fort intéressant. Je rappelle que le temps file quand même. Beaucoup de choses à dire, j'en conviens. Vous passez, j'imagine, la parole à vos collègues. Est-ce que M. Beaumont y allait, compte tenu Oui, que je peux y aller, absolument. Je peux y aller. Donc, écoutez, merci beaucoup, premièrement, pour l'invitation. Et la première question qui nous était posée, c'est qu'est-ce qui vous motive à adhérer à la philosophie du système de santé apprenant? Ça s'inscrit-tu dans la mission de vos RUIS? Puis donnez-nous un exemple. Donc, premièrement, je vous dirais que ce qui nous motive comme ruissiens ou ruissiennes, c'est les quadruples objectifs. Il y a quand même une adhésion globale sur la volonté d'améliorer l'expérience patient, la santé de la population, le bien-être de nos intervenants et l'efficience du système. L'exemple que je vous donnerai, moi, tantôt, c'est la notion d'efficience du système. Je vous dirais en plus que ça nous motive parce que ça cadre dans les principes directeurs et les modes de fonctionnement ruissien, la concertation, le partenariat, le transfert de connaissances, tout ce qui est complémentarité puis hiérarchisation. Dans la planification stratégique du RUIS Université Laval, bien, on a un des axes qui est de contribuer au développement et à l'application des pratiques cliniques pertinentes. Ça veut dire que ça cadre directement en implantant tout un système de santé apprenant à l'échelle du RUIS, bien, ça cadre avec nos objectifs stratégiques. Je vous dirais que doublement, depuis la nouvelle mouture de l'unité de feu SRAP et nouvelle SSA, bien, on voit quand même une réelle volonté de travailler avec une plus grande proximité. On sent beaucoup plus la volonté de développement des capacités, mais et du développement des capacités de l'ensemble des partenaires du RUIS. Et je vous dirais que malgré l'importance des services de première ligne, le langage qu'on entend actuellement est beaucoup plus un langage axé sur la trajectoire, sur le parcours de soins, parce que dans la première mouture, on voyait quand même un exercice se développer en parallèle du système. Et là, on sent vraiment qu'il y a une convergence d'intégrer l'ensemble des missions. Et moi, ça me motive principalement. Je vous dirais aussi qu'une grande motivation, c'est l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Ça vient avec des incitatifs, ça vient avec des moyens. Et ça, je félicite toute l'unité SSA d'être capable de passer aux actes. Et ça prend des ressources, ça prend de l'intelligence, ça prend de la permanence. Et ça, je vous dirais que c'est fort apprécié de l'équipe du RUIS. Je vais vous témoigner d'un exemple de trajectoire qui a été fait dans cette philosophie-là, qui touche un des 4 objectifs, qui est l'efficience du système. C'est la mise en place de notre réseau oncogénétique dans l'Est du Québec. On a vraiment 2 super collaborateurs, le docteur Michel Dorval et Herman Nabi, qui travaillent là-dessus. Et on a développé ça vraiment dans une logique où est-ce qu'il y a un métissage complet des unités ruissiennes. Ça veut dire qu'on fait ça avec tous les partenaires. On fait la collecte d'informations, on va chercher notre situation actuelle et on a une situation désirée de mieux travailler, développer les capacités, créer de l'autonomie à proximité des grands centres pour être capable d'avoir des trajectoires fluides et efficaces. Et le métissage avec l'équipe de recherche, sous la direction des 2 personnes que je vous ai données tantôt, nous aide à créer de l'innovation basée sur les données probantes et à assurer la pérennité de nos choix au fur et à mesure qu'on avance. Et tout ça se développe en collaboration avec l'ensemble des partenaires du RUIS. Donc, ça respecte la méthodologie prônée par SSA, qui est une collecte de données qui est bien appuyée. On la valorise. Et en plus, moi, je suis fier parce que je fais partie prenante de cette équipe de recherche-là et je suis capable de m'abreuver rapidement pour appuyer la prise de décision, pour assurer un déploiement du réseau d'oncogénétique efficace et efficient dans tout l'Est du Québec. Merci infiniment, M. Beaumont. Très inspirant, encore une fois. On voit, tant chez Dr. Feller que chez vous, l'intérêt de rattacher le travail de fonctions de haute stratégie que vous déployez dans vos organisations à quelque chose d'intimement terrain. Déjà là, il y a ce rapprochement qui s'opère avec la proximité dont on parlait ce matin. Alors, je pense que c'est assez exemplaire. Merci pour ces témoignages-là. Qui est la prochaine victime? Est-ce que c'est Dr. Tremblay ou Dr. Brunet?
Bien, je peux y aller. Bonjour à tous et à toutes. Donc, il y a un moment fort qui s'est passé au niveau des RUIS il y a quelques années, puis je pense qu'Antoine, tu as été partie prenante de ce moment fort, c'est l'ajout de 2S, qui ont amené quand même une nouvelle dimension puis une nouvelle réalité là, aux RUIS. Donc, l'arrivée de l'ensemble des services sociaux, alors que les RUIS étaient principalement centrés en santé physique, a ouvert un monde, je pense, de possibilités. Et ont amené également les RUIS à rechercher d'être de plus en plus en phase avec les besoins de la population. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ça l'amène aussi une dimension qui est beaucoup plus intersectorielle parce que ce n'était pas nécessairement l'apanage des RUIS historiquement d'être dans l'intersectorialité et de respecter, je dirais, l'expertise de tous. Pour le bien, non pas nécessairement d'un patient, d'un usager, mais du citoyen. Et ça, je pense également que c'est important. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de patients, expérience patient. J'ai été là, on-off, au cours de la journée, mais je pense qu'on recherche tous que le citoyen soit en santé et qu'il puisse utiliser son plein potentiel. Donc, ça, c'est un élément aussi qui est très important. Quand je regarde la composition du RUIS de l'Université de Sherbrooke, on est un petit peu à part du fait que notre CHU est intégré dans un CIUS et qu'on est dans une réalité plutôt hors Québec-Montréal, parce que c'est notre réalité, à part ceux qui sont très près de la Rive-Sud. Ça nous amène à avoir développé au fil du temps beaucoup plus de projets, je vous dirais, en lien avec les services sociaux, ou même à la limite avec des partenaires, en intégrant bien sûr le citoyen, l'usager, le patient, et en se basant sur les données probantes. Un bel exemple est le projet Hors-Piste, qui a été soutenu par l'équipe de Montérégie Centre, mais en lien avec la chaire RBC de l'Université de Sherbrooke, qui essentiellement était d'approcher des jeunes avec ou sans leurs parents, quel que soit leur niveau de scolarisation primaire, secondaire, de leur faire prendre connaissance de ce qu'ils pouvaient ressentir en termes de jugement, anxiété, problématiques d'adaptation, de les outiller, donc dans un effet de santé populationnelle, à la limite s'auto-gérer, et de bien identifier le parcours par la suite si on avait besoin d'intervention précoce et spécialisée. Cette approche-là a été basée sur un système apprenant du fait qu'on a commencé par l'implanter dans 14 écoles, 25, 31 écoles par la suite, et c'est devenu maintenant un programme provincial. Ça, c'est un bel exemple où le citoyen, le jeune, ses parents sont partie prenante de la démarche, mais non pas seulement des droits, ont des devoirs également parce qu'on les outille, on les informe, on les éduque à prendre soin d'eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est une donnée très importante, bien sûr basée sur une démarche où on analyse au fil du temps les résultats que l'on rencontre ou que l'on obtient. Donc, pour répondre à qu'est-ce que peut faire l'unité pour nous, je crois que l'unité avec ses connaissances, avec les réseaux de connaissances qu'elle a créés à travers les différents axes, peut être pour les RUIS ou les établissements qui composent les RUIS un facilitateur, un accélérateur et bien sûr un créateur de réseau. Vous savez, dans les RUIS, les établissements ont toutes des infrastructures de données, des infrastructures de recherche. On tente de les utiliser pour améliorer, si vous voulez, la santé de la population. Par contre, il n'y a pas un RUIS qui a complètement tous les leviers à sa disposition et je pense que l'unité peut faire la différence à ce niveau-là et à ce moment-là. Donc, on part du principe, quand je regarde les travaux du RUIS, que la plupart du temps, un citoyen n'est jamais mieux qu'à l'endroit où il a choisi de vivre. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de travailler avec le citoyen, sa famille, sa communauté, pour tenter de le maintenir en santé ou d'améliorer à toute fin pratique sa santé. Très inspirant, très en cohérence aussi avec les interventions précédentes. Dans un RUIS, comme vous l'avez compris, au dire de Dr Tremblay, qui est déjà très naturellement intégré, hein, on va probablement parler des silos un peu. Passons d'un RUIS comme celui-là à celui qui est probablement le plus extensif en matière de besoin de faire des liens, celui de Montréal. La parole au Dr Brunet. Excusez-moi. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié mes trois collègues et tout ce qu'ils ont dit et qu'on pourrait dire la même chose. Excusez-moi, je suis un tout petit peu décalé. Je rentre d'un pays étranger.
Et donc, la première chose, c'est qu'on a effectivement deux choses importantes. Une intégration tout au long d'un continuum d'une réponse que nous pouvons coordonner en la basant sur les connaissances. La valeur d'un RUIS, c'est de pouvoir définir entre les connaissances et le milieu du terrain comment on peut appliquer ces connaissances pour développer une expertise et une amélioration continue. Alors de base, quand on prend un RUIS, c'est la conjonction entre des chercheurs, des enseignants, en particulier ceux de l'université, pour nous de Montréal, et puis les acteurs du terrain. Donc si par exemple on prend une maladie comme la douleur ou une maladie comme les accidents vasculaires cérébraux ou l'infarctus, il y a des connaissances et puis il y a des expertises terrain ou des expériences qui vont permettre de valider si ces connaissances scientifiques permettent d'améliorer ou non la prise en charge des patients le long du continuum. Un des points que nous avons avec le SSA, c'est que nous pouvons également combiner les études de recherche qu'apporte le SSA pour valider en milieu réel les apports de la connaissance, de la pertinence, et en même temps de démontrer qu'on peut améliorer, comme ça a été dit avant, la performance dans le système et l'adéquation par rapport aux besoins de la population. Nous, ce que nous avons développé au niveau du RUIS de l'Université de Montréal, en dehors des centres d'expertise, c'est le partenariat patient et le partenariat citoyen qui nous permet de bien définir les besoins. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien compris que le système de santé est en train de se réorganiser, mais que cette réorganisation se fait sur les approches structurelles que nous connaissons depuis toujours. Avec les RUIS, nous sommes capables maintenant, en particulier avec les données, puis avec la recherche SSA, de pouvoir mieux définir les besoins dans un avenir, j'espère, proche, arriver vers une médecine et voire une santé personnalisée, et puis, avec les connaissances, les appliquer tout au long du continuum. Si je vous donne un exemple, par exemple, de la prise en charge de l'hépatite, l'hépatite C par médicament, avec le programme ECHO, nous avons pu transférer les connaissances, non seulement sous une forme d'apprentissage, mais également d'échange entre les différents partenaires du réseau, y compris les patients, pour éradiquer plus rapidement, grâce aux médicaments, cette maladie. Ce genre de choses va nous permettre ensuite, avec de la recherche ciblée, de démontrer si on peut l'appliquer dans d'autres pathologies et donc avoir une meilleure adéquation entre les besoins et l'organisation du réseau. Un des points aussi qu'on attend avec la recherche SSA, c'est de mieux définir le rôle de chacun à l'intérieur de ce continuum de soins, parce qu'aujourd'hui, on a encore des établissements qui n'ont pas un portfolio bien défini et dont les interactions avec les autres restent toujours plus difficiles. Donc, les RUIS vont nous permettre d'apporter de la connaissance, d'intégrer tout un niveau de réponse entre différents établissements, incluant services sociaux, soins primaires, tertiaires, quaternaires. Récemment, on discutait en disant on a beaucoup travaillé avec le pendule vers le 3S, mais il faut peut-être aussi revenir vers la réorganisation et la restructuration de soins tertiaires quaternaires, mais intégrés dans un continuum, ce qui va nous permettre de faire le RUIS. Donc voilà un peu ce qu'on attend, nous, du SSA, en sachant que c'est surtout dans la continuité des soins, l'adéquation par rapport aux besoins des patients. Désolé, je n'ai pas ma voix habituelle. Merci, voilà. Dr. Brunet. Grand merci, Dr. Brunet, pour ce témoignage aussi, avec une voix mielleuse et suave qui est tout à votre honneur. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Messieurs, très enrichissant tout ça. Pour adoucir le mélange assez masculin de ce panel, j'ai très envie d'ouvrir la porte à des questions chez ma collègue Catherine Villelmy, qui pourra apporter un peu de touche féminine à cette couleur plutôt masculine. Catherine. Merci, Antoine. Je vous écoutais parler, puis ça me faisait penser un peu à un échange qu'on a eu un peu plus tôt dans la journée. Il y avait Mme Jabet qui parlait des silos qu'il y a dans le système.
comment on fait, selon vous, pour défaire ces silos-là, puis créer des trajectoires qui soient issues des savoirs expérientiels des patients? Ben, moi, je voudrais bien répondre à cette question, si il y a un ordre, je ne sais pas, par rapport à mes collègues. Allez-y. Ben, je pense que c'est un petit peu ce que je disais il y a quelques minutes. On a aujourd'hui un système de santé qui a été conçu il y a une quarantaine d'années, avec des établissements qui ont été essentiellement dessinés ou conçus pour répondre à des problèmes médicaux, donc des problèmes de soins. Et au fur et à mesure du temps, on a perdu l'analyse et l'intégration de ces différents établissements pour répondre aux besoins du patient, que ce soit géographique ou que ce soit en fonction de sa maladie ou en fonction même d'un risque de survenue de maladie. Donc, nos structures, telles que nous les avons héritées aujourd'hui de 40 dernières années, a du mal à s'adapter aux besoins du patient dans le continuum de soins ou dans le continuum de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la refondation, la réorganisation ou la pensée nouvelle du système de santé, il faut absolument qu'on parte des besoins des patients, ou voire même des besoins du citoyen, comme ça a été dit plus tôt, pour dessiner, pas obligatoirement de nouvelles organisations, mais un nouvel alignement des structures actuelles qui permettrait, par son intégration, de beaucoup mieux répondre aux besoins du patient ou du citoyen. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, ben moi, j'apprécierais aussi m'exprimer suite à Fabrice. Ben, je pense qu'il faut, par principe, il faut que le réseau de la santé et des services sociaux, donc l'ensemble des établissements, incluant les RUIS, bien entendu, je pense qu'on doit admettre que la santé n'est pas la propriété exclusive du réseau. Et ça, je pense que c'est un premier pas pour faire tomber des silos qui sont à l'intérieur du réseau, mais qui sont aussi à l'extérieur du réseau là, pour soutenir la santé de la population. Le deuxième élément, je pense que Fabrice l'a touché comme tel, c'est que les besoins de la population, mais c'est aussi amener la personne au cœur des discussions. Parce que c'est assez fascinant parfois de voir ce sur quoi on peut travailler alors que le besoin réel des personnes qui sont touchées n'est pas tout à fait le même que celui que l'on croit. Donc, je crois vraiment qu'on doit faire de la place à ceux qui ont besoin de services et à ceux qui également sont capables de les apprécier à leur juste valeur en fonction de leurs besoins. Et l'expérience du RUIS peut nous aider beaucoup parce que chaque établissement a sa propre réalité, a tenté ses propres expériences. La plupart du temps avec des données ou des suivis assez solides et sérieux, mais le RUIS est un lieu de partage également. Ce n'est pas seulement un lieu de développement, mais c'est également un lieu de partage et on doit l'utiliser, je dirais, parfois à plus petite échelle comparativement au réseau, mais je pense qu'on doit optimiser ce partage d'expérience et ce transfert de connaissances également. Merci beaucoup. Peut-être j'enchaînerai avec allez-y, Dr. Salaire. Non, vas-y, Martin, vas-y. Peut-être j'enchaînerai sur un point de vue un peu plus structurel, un point de vue plus introversion de nos propres organisations. Vous savez, des fois, notre propre système a tendance à beaucoup plus, des fois, ériger des murs que des moulins à vent. Donc, on doit aussi regarder la façon dont on fait notre concertation, la façon dont on est aussi comme organisme partenaire à l'écoute des besoins de l'autre. Et ça prend des opportunités d'interaction, des opportunités de comprendre, puis l'opportunité aussi de voir les résultats qu'on génère. Donc, tu sais, moi, je vais souvent générer une portion des résultats, mais mon collègue générer une autre portion des résultats. Puis quand, on regarde ça dans une approche très intégrée ou systémique en fonction d'une trajectoire ou d'une expérience patient, bien, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a du travail à faire. Donc, je vous dirais que ça prend aussi cette volonté-là d'ouverture, cette volonté d'écoute et de concertation. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a
on veut atteindre nos propres objectifs. On veut que nos organisations rayonnent. Donc, je pense que nous aussi, comme dirigeants, on a un travail à faire, même à l'intérieur même de nos propres directions, dans lequel, des fois, même, le métissage n'est pas nécessairement toujours facile. Donc, oui, il y a la portion d'écoute, mais là-dedans, il y a une question aussi de valeur, il y a une question de collaboration, il y a une question de concertation et de voir l'ensemble de l'œuvre sur l'ensemble d'un résultat conjoint. Peut-être pour en revenir sur la question des silos, même dans un CHU, il y a énormément de silos. Il y a des silos entre les différents services, il y a des silos entre la recherche, la clinique et l'enseignement. Peut-être relever un paradoxe, c'est que la réforme de 2004, avec la création des C3S, ça voulait aussi faciliter la continuité des soins, puis les trajectoires de soins plutôt que les participations de chacune des établissements à l'ensemble des services qui étaient offerts à la population. Puis avec en 2015, la grande réforme de la création des CIUS et des CIS aussi, ça se voulait, je ne dis pas qu'on a réussi, mais ça se voulait un mouvement vers l'intégration des services. Ce que je vois présentement beaucoup, je vois des forces centrifuges. On verra parce que la semaine prochaine, le ministre, en présence du premier ministre, va nous donner les éléments de ce qu'ils appellent jusqu'à maintenant, mais là, le terme va changer, c'est la refondation du système. Mais je sens des tendances centrifuges. Par exemple, on nous dit que la santé publique devrait être indépendante des grands établissements, que sont les CIUS et les CIS. Je vois aussi que certains prônent un ministère pour les aînés, les services aux aînés. Puis d'autres disent que les services aux jeunes devraient retrouver une certaine forme d'autonomie par rapport aux autres établissements. Alors, il y a cette double tendance-là, puis il va falloir équilibrer ça. Puis, j'entends beaucoup de critiques par rapport à la structure actuelle du réseau. Puis oui, en effet, il y a des problèmes de gouvernance. Ce n'est pas une gouvernance idéale, on en convient tous. Par contre, je vais vous poser la question, comment aurait-on géré la pandémie avec 182 établissements, ce qui existait avant la réforme de 2015? Je pose la question, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs interprétations. Alors, jusqu'où on va vers la décentralisation, jusqu'où on doit centraliser? Et puis, si on demeure dans une forme centralisée comme on a présentement, quel est le rôle que peut jouer justement une approche d'organisation apprenante pour nous aider à continuer à briser les silos, à intégrer les services, puis s'assurer d'une bonne continuité sur les trajectoires de soins. Voilà. Messieurs, inspirant témoignage sur cette question des silos qui est très éclairante par rapport aux échanges que nous avons eus aujourd'hui jusqu'ici. Merci. J'oserais en 1 minute chacun, puisque le temps file, vous proposer la question d'une vie, celle qui a aussi animé beaucoup les échanges depuis ce matin, les conférences de nos panélistes vedettes et de nos présentateurs et présentatrices, en l'occurrence vedettes. La question de la culture dans un RUIS, entre les RUIS, et surtout les territoires parfois extrêmement vastes ou extrêmement variés et riches que vous coordonnez finalement dans vos rôles RUIS. Comment est-ce que l'unité peut donner un coup de pouce, à votre avis, à ce défi colossal de la gestion de la culture, de la transformation culturelle, de l'accompagnement dans lequel vous êtes sans doute déjà tous engagés à l'heure où on se parle? Alors peut-être en quelques mots chacun, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vais me lancer, Dr. Groulx. C'est une excellente question. Vous savez, un RUIS, on part du principe de base qu'on doit respecter les établissements partenaires. Je pense que mon objectif n'est pas d'avoir un impact sur la culture de ma collègue sur la Côte-Nord. Je pense que la première chose, c'est de respecter l'autonomie de gouvernance de nos partenaires. Par contre, je pense qu'à l'échelle RUIS, d'avoir l'exactitude des données, d'être capable d'apporter des méthodologies probantes, d'être capable de faire du transfert de connaissances, d'être capable de se partager nos bons coups, notre savoir. Je pense que ça, c'est des principes qu'on serait capable, nous, de véhiculer à l'intérieur de nos RUIS qui va contribuer à améliorer la culture propre que chacun de nos partenaires veut se donner. Donc, pour moi, ce respect-là de mes partenaires demeure quand même fondamental. Moi, je dirais que c'est un gros enjeu, la question du développement d'une culture organisationnelle.
Puis je suis tout à fait d'accord avec Martin. Hein. Le RUIS, c'est vraiment une structure de soutien aussi. C'est une structure qui permet aussi de partager des connaissances dans les deux sens. Mais je regarde, puis je suis à la fois, moi, un PDG d'un CHU. J'ai déjà été PDG d'un CIUS montréalais, où il y avait différentes cultures dans le territoire du Nord. Hein. À Montréal-Nord et puis à Ville-Saint-Laurent, ce n'est pas les mêmes éléments culturels. Puis je suis aussi un citoyen de régions semi-éloignées, où les gens ont l'impression d'avoir perdu leur représentation à la gouvernance de l'établissement parce que ce sont de très grandes régions, puis ils ont perdu leur gouvernance locale. Alors, je pense que ça va être un enjeu très, très important de notre réseau. Puis, un des éléments qui est annoncé pour mardi prochain, c'est la décentralisation. Puis, la question que tout le monde me pose, c'est jusqu'où ça va aller. Alors, c'est difficile à dire, mais c'est une question excessivement importante parce que la culture joue un très, très grand rôle dans nos organisations. Et il y a une expression en anglais, on dit « Culture eats strategy for breakfast ». Donc, c'est un élément excessivement important. Et puis, j'ai hâte de voir les propositions du ministre pour en venir à une certaine décentralisation puis un retour à une gouvernance locale. Antoine, je dirais pour le rôle de l'unité en lien avec le système apprenant, je pense que l'unité peut nous être en collaboration avec nous pour être le gardien des valeurs ou des principes directeurs de ce que c'est un système apprenant puis de celui qu'on veut mettre en place au Québec. Je pense que c'est un élément qui est important. Je rejoins beaucoup mes collègues là, sur le fait qu'on se doit de respecter les cultures qui sont en place dans les établissements, mais d'où probablement le rôle entre l'unité, les RUIS et l'établissement lorsqu'on arrive à déployer ou à faire un projet un peu plus localement. Je pense qu'il faut que ça se teinte réellement de l'environnement de la communauté puis de l'établissement, mais basé sur des valeurs ou des principes directeurs là, que l'on souhaite mettre en place là, en lien avec le système apprenant. Merci Stéphane. Fabrice, en quelques mots. Moi, je pense qu'il faudrait bien qu'on définisse le mot culture. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mes trois collègues ont dit. La culture locale doit être tout à fait préservée parce que sans ça, ça ne marche pas. Et puis, c'est tout à fait clair ce que, par exemple, Pierre a décrit. Moi, là, ce que je dis, je pense plus, c'est une culture de l'excellence, une culture de la connaissance et une culture de la valeur. Donc, si je parle pas de multiethnique, multiculturel, multilinguistique, etc., qui ça, de toute façon, ne peut pas être ni touché, parce que ça ne serait pas favorable, ni réalisé. Mais en revanche, avoir une culture de la connaissance qu'on peut avoir avec le RUIS, une culture de la valeur démontrée par les travaux de recherche du SSA, qui permettrait à l'ensemble des acteurs d'adhérer à la même vision, ça peut être un élément fort. Et moi, c'est ça comme ça que j'avais compris, Antoine, ta question de culture, plutôt que de changer les cultures ou les ethnies ou les valeurs de chacun. Un système de santé apprenant doit démontrer que ce qu'il apprend permet d'améliorer sa performance et la santé de la population qu'il sert in fine. Donc, ce que moi, je pense qu'on peut faire comme changement culturel, c'est ça. Les RUIS ont amené la notion de la valeur, de la connaissance comme moteur de transformation. Puis ça marche. Le problème, c'est qu'il faut qu'on démontre que la valeur de la connaissance améliore bien la performance et la santé de la population. Et c'est là où je vois une collaboration et une synergie entre les deux. Et c'est ça, et RUIS. Merci beaucoup, messieurs. C'est des propos fort inspirants que vous nous livrez, puis on sait combien vous avez des agendas chargés. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. On va passer maintenant à la période des plénières où les discussions vont être ouvertes. Alors, je laisse la parole aux animateurs de la rencontre.